Bienvenue dans cette série de podcasts proposée par l'association MUST et le réseau Entrain pour la défense des trains du quotidien et des trains de nuit face aux alternatives routières et aériennes. Dans cet épisode, on interroge le problème à la racine, le financement du réseau ferroviaire. Pourquoi il n'y a jamais assez d'argent malgré les discours qui promettent des milliards pour le rail? La solution est-elle vraiment de taxer les autres moyens de transport comme la voiture et l'avion? L'investissement public est-il vraiment nécessaire? Est-ce qu'un service autofinancé peut être de bonne qualité? Et finalement, le problème clé, est-ce que c'est l'argent ou la façon dont il est investi et dépensé? Pour nous répondre, 3 spécialistes seront nos invités dans cet épisode. Anne Lasman-Trappier, référente qualité de l'air et mobilité du réseau national France Nature Environnement. Jean-Charles Collas, premier vice-président de Citral Mobilité et vice-président de la métropole de Lyon. Et enfin, Julien Niquille, responsable des transports publics du canton de Vaud. Leur discussion va nous aider à comparer les modèles suisses et français, tout en abordant l'intérêt public et environnemental du financement du rail. Bonne écoute et bon visionnage. Bonjour, bienvenue pour ce premier épisode de ce podcast, Vodcast, consacré au train et toutes les problématiques ferroviaires, consacré à l'investissement public sur le ferroviaire. 3 invités pour en parler. Julien Niquille tout d'abord, bonjour. Bonjour, alors Julien Niquille, donc je suis du canton de Vaud, en Suisse, au bord du lac Léman, pas du lac de Genève, et je suis le responsable en fait de l'offre de transport public pour le canton de Vaud, donc l'autorité organisatrice en charge de la commande des prestations de transport public. Anne Lasman-Trappier. Oui, bonjour. Alors moi, je suis référente mobilité pour France Nature Environnement. Et Jean-Charles Collas. Bonjour, donc moi j'ai été conseiller régional de la région Rhône-Alpes, président de la commission transport. Je me suis beaucoup occupé de ferroviaire pendant 15 ans. Et aujourd'hui, je suis vice-président de la métropole de Lyon et de la grosse autorité d'organisation des transports qui s'appelle Citral Mobilité. Merci à vous, bienvenue. Donc, le train est un moyen de transport qui est né au début du 19e siècle. Il a fallu des investissements colossaux pour construire, entretenir, développer, transformer les réseaux. Depuis 1938 en France, c'est la SNCF qui en est chargée et qui a demandé et obtenu un plan d'investissement de 100 milliards d'euros. Jusqu'en 2040, un grand plan ferroviaire comme il en existe aussi dans d'autres pays européens. Alors, les milliards ont l'air de pleuvoir de partout. Pourquoi tous ces besoins, Monsieur Collas ? Alors les milliards ne pleuvent pas. D'abord, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. J'ai dit qu'ils avaient l'air de pleuvoir. Ils ont été annoncés et vu le retard qui est pris, ce n'est pas une somme énorme. Il me semble me souvenir qu'en 2005, une étude de l'école polytechnique de Lausanne avait montré qu'il manquait 15 milliards pour maintenir les voies ferrées françaises en état. C'était le retard pris. Je crois qu'on ne l'a absolument pas rattrapé depuis 2005. Donc Voir on peut qu'il s'est imaginer aggravé. que voilà, le retard s'est aggravé. Aujourd'hui, on investit par an en France 2,8 milliards d'euros sur les voies ferrées existantes. Dans ce plan de 100 milliards, il est prévu de rajouter un peu plus d'1 milliard sur cette maintenance. J'en ai parlé avec le président directeur général de SNCF Réseau la semaine dernière. Donc à partir de 2027, la France investira 3,9 milliards dans son réseau ferré existant, quand la Suisse investit depuis longtemps 5,8 milliards d'euros par an, tout en étant à peu près 10 fois plus petite. Donc on est très loin de rattraper le retard avec ces 100 milliards. Pourquoi le ferroviaire coûte si cher? Est-ce qu'il coûte très cher en France ou est-ce que c'est partout pareil? Non, le ferroviaire coûte pas cher. Il coûte un peu plus cher en France qu'ailleurs, ça c'est clair. Par rapport aux autres pays européens, en termes d'exploitation, on est plutôt à 2 fois le prix des pays européens au train kilomètre. Parce qu'on ne fait pas assez de trains, donc il n'y a pas assez d'amortissement et de capacité. Et là, c'est le comparatif avec la Suisse, par exemple, qui est intéressant, qu'on verra tout à l'heure. Tout à fait, mais on peut faire le comparatif avec l'Autriche ou l'Allemagne ou les pays nordiques, bien évidemment. En termes d'investissement, il coûte un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais pas beaucoup plus cher. Mais rapporté aux autres modes de déplacement, et en particulier à la route, il ne coûte pas cher du tout. Si on prenait les vrais coûts d'investissement, d'entretien, de maintenance de la voirie et de sécurité de la voirie, ramenés au déplacement par personne kilomètre, le train coûte bien moins cher et à l'usager et aux collectivités publiques que la voiture, bien évidemment.
Il est plus vertueux sur le plan environnemental, Madame Lasmatrapié. Alors nettement, oui, et là on est sur un ratio de 1 à 10 à peu près, 10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre, 10 fois moins d'émissions de polluants globalement pour le ferroviaire. Donc c'est un mode très vertueux. Et effectivement, l'investissement en France est vraiment bien en dessous de ce qui devrait l'être. On a beaucoup investi ces années passées dans les lignes à grande vitesse et on a délaissé notre réseau national. Aujourd'hui, la France, l'État français, dépense 45 € par habitant par an pour l'entretien du réseau ferroviaire, alors qu'en Suisse, c'est plus de 400 €. En Allemagne, c'est 125 €, donc 2,5 fois plus que la France. Et pratiquement tous les pays européens investissent plus dans leur réseau que la France. Alors tout le monde vous dresse déjà des lauriers, absolument. Pourquoi est-ce que la France est si... alors est-ce que c'est en retard? C'est peut-être pas forcément le bon terme, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas autant que les autres? En France, on a beaucoup investi sur la route, on a un réseau routier très développé et on continue à le faire. Les élus locaux poussent encore beaucoup pour les projets routiers. Et justement, une des façons de pouvoir investir plus sur le ferroviaire, ce serait d'arrêter un petit peu ces projets routiers. Certains aujourd'hui, on parle du contournement de Rouen, on parle de l'autoroute Machy-Lithonon, de l'autoroute Castres-Toulouse. C'est des projets qui datent des années 1970, 80 et 90, des projets très vieux du passé. Et aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, il faut absolument qu'on mette cet argent au contraire sur le ferroviaire et pas sur la route. Qui finance en fait, Jean-Charles Colas, qui finance, on a parlé de SNCF Réseau, mais l'argent qu'utilise et que dépense ces 2,8 milliards qui vont devenir 3,9 milliards par an normalement, d'où vient le financement? Alors, c'est un peu complexe, comme toujours en France, on a un millefeuille institutionnel qui fait qu'il y a beaucoup de financement. Pour le ferroviaire, le principal financeur, c'est l'État. Le réseau ferré national appartient à l'État, il a 2 établissements publics ramenés au sein d'un seul groupe. L'établissement public SNCF Réseau qui s'occupe de l'infrastructure et SNCF Voyage qui s'occupe de l'exploitation. Il n'en reste pas moins qu'ensuite il y a les régions qui sont autorités organisatrices ferroviaires pour les transports régionaux et qui depuis 1997 de manière expérimentale et depuis 2004 officiellement financent l'exploitation des trains régionaux. Comme l'État était à la traîne sur l'infrastructure, la plupart des régions ont, depuis 2007-2008, investi dans l'infrastructure pour justement pouvoir faire circuler plus de trains. C'est en train de faire un peu machine arrière ou un virage à 180 degrés ces derniers mois, puisque le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé récemment qu'il ne voulait plus mettre un centime dans l'infrastructure ferroviaire, ce qui est une vraie inquiétude pour tout le monde. Et puis parfois, d'autres collectivités... Tout le monde se renvoie la balle finalement, là un peu, entre l'État, les régions et les autres financeurs potentiels? En fait, c'est le système français qui, contrairement à d'autres systèmes, et en particulier le système suisse, démocratique, on y vient, où les élus en Suisse sont quand même redevables directement devant les citoyens. En France, on est beaucoup dans la communication politique. Donc il importe peu à un certain nombre d'élus de faire, mais il importe plus de communiquer. Et quand certains, comme le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, peuvent communiquer contre le gouvernement, eh ben il le fait, même s'il a une grande part de responsabilité dans le fait que le ferroviaire a plutôt régressé depuis qu'il est président de la région. Voilà, donc ce sont des choix politiques et la politique intervient en plein dedans. Voilà. À côté de ça, les collectivités plus locales, comme la métropole de Lyon, mais comme d'autres ailleurs, ont aussi été souvent au rendez-vous pour accompagner les régions et l'État dans les projets ferroviaires. Et très honnêtement, moi je suis arrivé à mon mandat il y a 3 ans et j'ai annoncé que sur l'étoile métropolitaine lyonnaise, je souhaitais investir 500 millions d'euros dans le ferroviaire, ce qui ne s'était jamais fait avant. Alors vous vous contentez de l'annonce ou vous le faites vraiment? Moi, ils sont là, ils sont dans ma prospective budgétaire. Alors c'est sur 10 ans, je ne vais pas jusqu'en 2040, contrairement aux annonces de l'État. Ils sont là. Si effectivement la région et l'État ne sont pas au rendez-vous, je les utiliserai à autre chose, mais je crois beaucoup dans le ferroviaire, et en particulier dans le ferroviaire pour les trains du quotidien. Et sur l'aire métropolitaine lyonnaise, c'est un enjeu. On a presque 4 millions d'habitants, et donc il faut qu'on arrive à faire des trains du quotidien à haute fréquence, rapide et à grande amplitude pour supprimer un certain nombre de voitures. Moi, mon objectif, c'est de diviser par 2 le nombre de voitures qui circulent dans la métropole de Lyon. Ce qui est très ambitieux. Non, ça correspond aux ambitions de l'État français de réduction des gaz à effet de serre à 2040.
C'est ni plus ni moins ce qui est nécessaire pour atteindre les moins 64% de gaz à effet de serre à 2040. Donc il faut le faire. Et pour le faire sur les longues distances, le ferroviaire, c'est la meilleure réponse. Julien Nicki, vous qui êtes cité en exemple absolu, comment ça se passe en Suisse? Qui finance? Oui, alors c'est intéressant de voir en Suisse, c'est vrai qu'on a plus une fibre ferroviaire. Je crois que le chemin de fer fait partie du patrimoine. Dans la politique déjà des transports, c'est quelque chose qui est mis en avant. Au niveau de l'État, en fait, la gestion de l'infrastructure et le développement et sa maintenance est à la charge de la Confédération suisse. Donc vous aviez annoncé quelques chiffres. Là, si on prend la période entre 2017 et 2020, il y a un budget de plus de 7 milliards de francs suisses pour 4 ans qui servent justement à maintenir l'appareil de production en bon état. Donc on fait en Suisse en général 2/3 de renouvellement de l'infrastructure pour justement pouvoir bénéficier d'une infrastructure qui n'a pas de limitation de vitesse, on peut exploiter, avoir un certain nombre de trains. Et donc ça, c'est à la charge de l'État. C'est l'Office fédéral des transports en fait qui pilote ça. Et puis évidemment que chaque canton doit faire un petit peu de lobbying, si je peux dire, pour obtenir assez d'argent pour que l'appareil de production reste. Après, vous avez expliqué aussi que pour le trafic grande ligne, nous on l'appelle comme ça en Suisse, c'est aussi de la compétence de la Confédération. Donc c'est elle qui donne un mandat à l'entreprise CFF avec un certain nombre d'objectifs en termes de cadence, en termes de liaison. Et puis ce trafic doit être autoporteur. Et puis ensuite, il reste le trafic régional qui est, comme en France, à la charge des autorités organisatrices. Et donc nous, pour le canton de Vaud, on a un budget de 60 millions en 2023 qui sont alloués justement à faire fonctionner ce système ferroviaire. On a 4 grands axes dans le canton de Vaud où on a des offres avec une cadence à 30 minutes, du lundi au dimanche, de 6 h du matin à minuit, minuit et demi. On a encore un service nocturne. Donc on a effectivement là un effort important, un investissement important de la part du canton de Vaud, mais aussi parce que le système ferroviaire fait partie en fait de l'ADN de la Suisse. Ces 60 millions, c'est pour l'exploitation, c'est pas pour l'infrastructure. Non, j'insiste bien, comme ça a été dit avant, le canton de Vaud n'est pas responsable de développer l'infrastructure, c'est à la charge de l'État. Et nous, on fait juste fonctionner l'appareil de transport, donc le transport régional de voyageurs, ça s'appelle comme ça en Suisse. Donc là-dedans, on a les trains, mais on a aussi évidemment les bus régionaux, les trains. C'est ça, vous êtes en charge des transports publics, ça n'est pas que le train. Non, exactement. Et c'est peut-être aussi une des forces de notre système, en fait. Alors nous, on n'a pas de ligne à grande vitesse, à part entre Berne et Zurich, où il y a une infrastructure qui a été réalisée pour obtenir en fait un temps de parcours entre les deux villes principales, Zurich et Berne, de moins de 60 minutes. On retrouve ce système nodal helvétique. À part cette ligne-là, il n'y a pas de ligne à grande vitesse. En fait, en Suisse, on n'a pas le temps d'aller vite parce qu'on est déjà à la localité suivante quand on va vite. Donc les lignes sont aptes à 200 km/h. Il n'y a pas, à part l'exception d'avant à 250, mais on n'est pas un pays de la vitesse. Donc effectivement, on a beaucoup plus de dessertes interrégionales, de services grande ligne, sur lesquels viennent se caler, alors comme on l'a dit, le trafic régional ferroviaire, et ensuite, dans des gares de correspondance, le système de trains secondaires qui dessert les vallées, les montagnes, et le système de bus régionaux. Donc toujours avec des connexions, avec un système, c'est un peu comme un rythme cardiaque, chaque 30 minutes, on répète en fait l'action. Les bus arrivent, donnent correspondance aux trains, les trains partent, et puis finalement les bus peuvent reprendre les gens qui sont en bus. Voilà un peu le système qu'on a. Ouais, qui fait... là, vous avez fait rêver tout le monde, enfin tous les amateurs de chemin de fer français. Savaient déjà que la Suisse était le pays du rail, entre guillemets, et pas que du fromage, mais... Pas que du fromage et des banques. Non, mais effectivement, vous êtes vraiment un exemple aussi parfait que ça? Ouais, je ne crois pas qu'il y a d'exemple parfait. De toute façon, on a toujours... En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener un produit qui soit compétitif à la voiture. La stratégie, ce n'est pas forcément d'opposer le trafic routier en fait, au trafic ferroviaire, mais c'est de donner une alternative aux gens. Et c'est clair que les gens qui ont une cadence à 30 minutes aujourd'hui, ils aimeraient bien peut-être avoir une cadence à 15 minutes. Enfin, je crois qu'on n'arrive jamais à satisfaire à 100% un usager des transports publics. Il ne peut pas écouter sa radio, il ne peut pas fumer dans le train. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on arrive à mettre à disposition de la population quelque chose qui permet d'avoir aussi, du point de vue climatique, une solution qui est, ça a été dit juste avant, qui est beaucoup plus dans l'air du temps, si je peux dire. Et puis, mais ça demande des investissements importants. 60 millions de francs suisses chaque année, c'est juste pour faire rouler le système ferroviaire du canton de Vaud. Après, on a des autres petites lignes secondaires, on a des autres bus. On a un budget de 250 millions de francs suisses annuels
qui sont alloués au transport public. Et puis le taux de couverture moyen, donc du billet que l'utilisateur en Suisse paye, il couvre à peu près 30%, 33%. Si on fait un zoom juste sur le RER Vaud, donc notre... je ne sais plus comment ça s'appelle dans la France maintenant, les RER métropolitains, ou je m'excuse pour la terminologie. Ça devrait s'appeler les services express régionaux métropolitains. Donc dans notre service express métropolitain, on a un taux de couverture des charges de 60% qu'on obtient justement en massifiant le transport, en donnant des trains avec de la grande capacité. Et puis là, en utilisant, vous l'avez dit justement avant, vous n'avez peut-être pas assez de trains en France, nous on en a assez. C'est ce qui permet justement, malgré des investissements colossaux, d'avoir quand même des recettes qui reviennent. Et ce n'est pas parce que le Suisse a un salaire plus élevé et des banques qu'on a ces taux de couverture plus élevés. C'est certes le titre de transport est probablement un peu plus cher dans le canton de Vaud, mais voilà, on met des moyens forts, on met un service de qualité, on a aussi du matériel moderne, on a renouvelé l'entier de la flotte, on a 45 rames, alors ça fait peut-être pas rêver quand on compare ça à Paris, voilà. Mais on a un système, on a mis tout à niveau, les gares, les accès, on a du matériel qui est propre, enfin, c'est toujours le service le mieux possible qu'on essaie d'offrir. Voilà, l'âge moyen du matériel en Suisse c'est 15 ans, en France c'est 30 ans, à peu près. Hein. Ouais, grosso modo c'est l'échelle. Voilà. Donc vous avez dit quand même, c'est cher le prix du billet, mais on en a pour son argent. Oui, c'est ça. Anna Smatrapié, vous habitez tout près de la Suisse, ou ça vous fait rêver un petit peu tout ça? Complètement, ça me fait rêver. Nous, on est donc en Haute-Savoie, à côté de Genève, et on se sent délaissé par rapport au ferroviaire. Alors heureusement, grâce partiellement à la Suisse, on a maintenant un RER métropolitain sur Genève qui a des branches en Haute-Savoie. Qui vient en partie en France. Voilà, le Léman Express, qui améliore les choses dans notre région. Et on a vu que quand on améliore le service, quand on donne un service aux gens, le service est plébiscité. Aujourd'hui, le Léman Express, il a déjà explosé ses objectifs sur 5 ans, alors qu'au bout de 3 ans d'ouverture, et en plus, ça a été pendant la période Covid, enfin, ça aurait pu être un peu un échec. On constate que les embouteillages diminuent dans les secteurs concernés. Donc c'est une réussite flagrante. Ça veut vraiment dire qu'il faut mettre des services de transport en commun efficaces et les gens les prendront. Et c'est pareil pour le vélo. Quand l'offre est là, le public arrive. La preuve, même en Haute-Savoie, alors que je pense que si vous posez la question à des élus de Haute-Savoie, ils vont sûrement vous dire non, en Haute-Savoie, il faut la voiture, quoi. Donc on est face à une réalité qui montre que oui, si le service est là, les clients sont là. Jean-Charles Colas, dans la métropole lyonnaise, il y a assez d'offres pour répondre à la demande? Alors, hors du ferroviaire, on a une offre qui est la plus grosse offre de France, après Île-de-France, mais qui est extrêmement un peu une exception, évidemment. On ne peut pas comparer. Par rapport à d'autres métropoles comme Aix-Marseille-Provence, on a une offre qui est 3 fois supérieure par rapport à un nombre d'habitants à peu près équivalent en termes de transport collectif. Et on la développe de manière très forte. Parce que si on veut réduire de 50% le nombre de voitures qui circulent, il faut effectivement mettre en place des alternatives, que ce soit des transports collectifs ou des modes actifs d'ailleurs. Après, si je compare à différents cantons suisses, parce qu'on parle de Vaud, mais moi j'ai beaucoup voyagé en Suisse pour aller voir les systèmes de transport, on a une marge de progrès qui est quand même extrêmement importante. Mais pour revenir à la question du financement, et je crois que c'est extrêmement vital de dire ça, aujourd'hui en France, on n'a pas compris que le tout-voiture et le tout-route, on est le pays qui a le plus de kilomètres de voirie par kilomètre carré habitant, c'est un puits financier, ça nous coûte énormément d'argent, sans même parler des externalités négatives qui coûtent en impôts, en cotisations sociales, en journées d'arrêt maladie, etc. etc. Et en même temps, on est l'un des derniers pays européens à ne pas avoir mis en place la taxation sur les poids lourds. Je rappelle que si on appliquait en France la redevance pour les poids lourds telle qu'elle existe depuis 2001, je crois, en Suisse, ça nous rapporterait 10 milliards d'euros par an. Alors ça, on va le garder pour la suite du débat parce que c'est un sujet éminemment politique et qui est effectivement important. En tout cas, est-ce que, même en Suisse, le ferroviaire est condamné à être déficitaire, à ne pas couvrir tous ses coûts? Monsieur Nicki? Alors, globalement, oui, mais on a quand même quelques axes dans le canton de Vaud, notamment entre les 2 villes principales que sont Yverdon-les-Bains et Lausanne, où Yverdon-les-Bains, c'est 25 000 habitants, hein, c'est pas non plus une métropole. Là, on a dans le trafic régional des taux de couverture de plus de 100%. Donc
Donc aujourd'hui, sur cette ligne-là, mais parce qu'il y a aussi une offre grande ligne qui est qu'à l'heure, on arrive à obtenir, on fait des recettes en fait. Vous avez fait un petit bénéfice. Un peu bénéfice. Alors évidemment que sur l'ensemble. Comment vous y arrivez? Eh bien parce qu'il y a une offre qui concurrence justement le véhicule automobile, enfin les difficultés après de se parquer dans les villes aussi, d'accéder, enfin on n'a pas tous notre place de parc au travail, ça permet justement de donner une alternative. Et il y a quand même de plus en plus de gens aussi qui ont une conscience écologique, en disant voilà, peut-être que je mets un peu plus de temps, peut-être que je dois partager mon espace avec d'autres personnes, mais je contribue sommairement à un effort sur le bilan carbone. Alors comment mieux faire en France? Qui a envie de répondre? Jean-Charles Colas, vaste question, très ouverte. Pour être bref, il y a deux enjeux. Il y a un premier enjeu qui est effectivement investir plus dans l'infrastructure, la mettre en état, etc. Et en parallèle, parce que pour moi ça va avec, arrêter d'investir sur la route, voire limiter les capacités routières, puisque si on veut mettre des gens dans les transports collectifs, et en particulier dans le train, il faut que ce soit plus compliqué de se déplacer en voiture. Ça marche dans les pays où il y a moins de voiries, comme en Suisse, ça marche dans les métropoles françaises où la circulation est saturée et où on diminue les places de stationnement, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Puis à côté de ça, c'est l'exploitation. C'est l'offre, le niveau de service, la qualité de service, et le coût de cette exploitation. Aujourd'hui, en France, un train régional coûte 26 € du train kilomètre, quand dans les pays voisins, il est plutôt autour de la moitié, on va dire. Et donc, ça veut dire que pour le même prix d'argent public, on peut faire 2 fois plus de trains en Suisse qu'en France. Donc il y a vraiment à faire des économies là-dessus, sur le coût du train kilomètre en France. C'est pas seulement la question du salaire des conducteurs, hein, c'est même pas ça du tout, puisque les conducteurs français sont moins bien payés que les mécanos suisses. C'est le nombre de kilomètres que les conducteurs, le personnel en général, et surtout les trains font dans l'année. Quand un train français fait 100 000 km par an, le train suisse, il en fait 400 000. Donc il est amorti 4 fois plus vite. Et comment vous y arrivez à faire ça? Pourquoi C'est l'offre. Alors peut-être pour redonner quelques chiffres aussi, hein, alors c'est des francs suisses, hein, je m'excuse mais j'ai ça en tête. Pour la partie, j'ai pris des chiffres en fait en 2009, on était à 15 francs du train kilomètre. Ensuite, on a renouvelé la flotte, on n'a pas augmenté l'offre, mais on a eu du matériel un peu plus capacitaire. On a aussi, dans une deuxième étape, acheté des trains à 2 niveaux, ce qui a fait passer à 19 francs le train kilomètre. Alors pourquoi on arrive à ces coûts-là? Parce qu'en fait, on a des systèmes aussi, mais ça va aussi dans la stratégie de construction d'une offre de transport public. En Suisse, on a ce fameux principe nodal. Donc on organise autour d'un grand nœud, par exemple Lausanne, un système grande ligne qui se croise en fait. Alors à Lausanne, c'est aux minutes 15-45, donc ça s'appelle un nœud 15-45, c'est-à-dire que les trains, ils arrivent dans chaque direction et ils repartent à écart et à moins quart de chaque heure. Et puis, dans le reste de l'horloge, on arrive à positionner des trains, alors soit décalés de 15 minutes sur une cadence 30, soit décalés de 7 minutes et demie si on fait une cadence 15. Ça, c'est juste pour utiliser mieux la capacité. On n'a que 7 voies en service à Lausanne pour 20 trains par heure. Et puis, ensuite de ça, le circuit qu'on organise, en général, on essaie de trouver des multiples de 30 ou de 60 minutes. Donc, on va jusqu'à Yverdon, on va jusque dans le Chablais. Et puis, les trains, en fait, ils ont des boucles, en fait, où ils roulent entre, alors le mieux, c'est 56 minutes par heure. Ça fait rêver des fois. C'est peut-être un peu trop risqué en cas de retard, mais de l'ordre de grandeur, on est entre 45 et 50 minutes où le train, il roule. Et ce qu'on a aussi comme système, c'est peut-être des fois, on se dit « Ah, mais il faut absolument amener les gens travailler dans un sens le matin, et puis on stocke tous les trains, puis on revient le soir dans l'autre sens. » En fait, nous, on fait un système, parce que là aussi, en mettant de l'offre dans un sens inverse à la demande qui peut paraître évidente, on génère une autre demande. Il y a toujours des gens qui font des trajets qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc, du coup, on peut rationner les trains, utiliser comme il faut les rames, et puis qu'elles ont un taux de production alors tout à fait intéressant, de productivité pas loin de 85, je vais essayer, 85%. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on retrouve justement des coûts intéressants. C'est parce qu'on utilise le mieux possible le matériel roulant qui nous coûte, les conducteurs qui nous coûtent sur une infrastructure. Alors il y a ce projet, on en a parlé tout à l'heure, de RER métropolitain. Alors service express régional métropolitain, RER, c'est vrai que c'est un peu abusif parce que c'est pas une cadence aussi importante que pourrait être le RER parisien qu'on connaît. Donc c'est en tout cas une cadence plus élevée sur des branches tout autour d'une métropole. Est-ce que c'est la solution adaptée chez nous, Jean-Charles Colas? Alors c'est la solution adaptée chez nous, sauf qu'avec le retard qu'on a pris et les enjeux qu'on a, je crains que ça prenne entre 10 et 20 ans
pour arriver à le développer dans la plupart des métropoles. Sur l'étoile ferroviaire lyonnaise, donc l'aire métropolitaine lyonnaise, c'est près de 4 millions d'habitants. C'est une dizaine d'axes, on va dire, ferroviaires importants sur lesquels on devrait arriver à un cadencement au quart d'heure en heure de pointe et dans les deux sens. C'est une des métropoles les plus adaptées à ce système. Oui, sauf que l'infrastructure ferroviaire, l'étoile ferroviaire lyonnaise, c'est aussi un nœud ferroviaire national et européen, avec beaucoup de fret aussi, et même s'il y en a moins qu'avant, mais il faut le redévelopper aussi, puisque pour atteindre un meilleur bilan carbone, il faut aussi remettre les marchandises sur le rail après avoir fait tout l'inverse pendant 30 ans, comme on l'a fait en France. Donc c'est un vrai enjeu, il y a des infrastructures à construire, à élargir, à agrandir, à renouveler. Et aujourd'hui, les capacités d'investissement de la France nous laissent penser que la fin des investissements se fera entre 2035 et 2040. Donc, pour développer du RER, c'est un peu compliqué. Moi, je prône qu'on aille plus vite. L'annonce des 100 milliards de l'État, même si on n'a pas aujourd'hui la visibilité d'où ils viennent, hein. Est-ce qu'ils viennent que de l'État, ça m'étonnerait. Donc les collectivités locales, régionales vont être mises à contribution. Et puis qu'est-ce qu'elles vont financer? Est-ce que c'est en priorité les trains du quotidien ou est-ce que c'est une nouvelle ligne à grande vitesse du côté de Toulouse ou du côté du sud de la France? C'est un vrai débat. Et puis ensuite, même si on met des milliards, les capacités techniques d'ingénierie d'SNCF Réseau ne nous permettent pas aujourd'hui de faire des travaux dans des délais qui sont très courts parce qu'on a pris énormément de retard. Donc je suis très inquiet de la possibilité de vraiment développer ces services express régionaux métropolitains. Madame Lassagne-Trappier. Nous, ce qu'on pense à France Nature Environnement, c'est qu'il manque une loi de programmation des infrastructures en France. Parce que justement, on a des nœuds ferroviaires qu'il faut absolument résorber, qu'il faut mettre de l'argent là-dessus, il faut travailler là-dessus, ça résoudra bien des problèmes dans bien d'endroits. Et on met l'argent au coup par coup, à cet endroit, à cet endroit. Il faut qu'il y ait vraiment une cohérence, qu'on sache où on met l'argent, à quel endroit en premier, et là où c'est le plus efficace. Et on a le Conseil d'orientation des infrastructures qui vient de rendre son rapport et qui dit, en France, maintenant, il faut mettre 70% des investissements sur le ferroviaire. Donc il faut les mettre. Pour les infrastructures de transport, donc c'est une très grosse partie qui serait réservée au ferroviaire. Voilà. Et les 30% restants, c'est les transports urbains, le vélo et l'entretien des routes. Le Conseil d'orientation des infrastructures ne propose pas de faire de nouvelles routes en France. On en a déjà pas mal. Et il faut vraiment aujourd'hui aller au plus urgent dans le ferroviaire pour vraiment avoir une amélioration forte et pouvoir faire des sauts d'offres comme un RER métropolitain. C'est un saut d'offres qu'il faut faire autour des grandes villes. Là, on parle beaucoup métropole et les lignes rurales dans tout ça. Il ne faut pas les oublier non plus, mais si on ne résout pas la question des nœuds ferroviaires, de toute façon, les retards, on les retrouve partout, hein. Moi, en Haute-Savoie, mon train est en retard parce que le nœud ferroviaire lyonnais a des soucis, hein. Le nœud ferroviaire lyonnais, il a une conséquence sur les trafics, des répercussions jusqu'à Lille, enfin partout, hein. On l'a abordé tout à l'heure, la question politique. Est-ce qu'il faut taxer les transports polluants, alors la voiture, l'avion, les deux premiers exemples évidents, pour financer toutes ces infrastructures, Madame Lassagne-Trappier? Moi, je dirais qu'il faut rééquilibrer la taxation en fait, des modes de transport. On a le kérosène, l'aviation, le kérosène qui n'est pas taxé, des taux de TVA réduits sur les billets d'avion. En France, ça fait un manque à gagner de 7 milliards d'euros. On a besoin de 3,5 milliards d'euros à peu près pour le ferroviaire chaque année. Voilà, l'argent, il faut le trouver là où il est. Et puis, en gros, en France, on récompense, parce que la route aussi ne paye pas tous ses coûts. On paye une partie des coûts, hein, mais pas tout. On récompense un peu les plus mauvais élèves. On a l'impression que plus on pollue et moins on est taxé. J'exagère pas à peine, mais l'aviation est le mode de transport le moins taxé, qui paye le moins ses coûts. Ensuite vient la voiture et le ferroviaire, on lui demande de payer des péages pour utiliser les lignes qui sont très élevés. Donc on a vraiment l'impression que... Chaque train qui circule, il y a un péage qui est versé à SNCF Réseau, c'est ça. Il y a ce système de péage en Suisse? Oui, alors c'est exactement le même système. Il y a aussi, alors je n'ai pas en tête exactement les coûts de péage, mais c'est la même chose. Mais en fait, ce que j'aimerais aussi relever, qui est intéressant de dire, enfin, je ne sais pas si c'est un message d'espoir, mais le RER Vaud, on l'a commencé dans les années 90.
on a essayé de se concentrer sur les flux où il y avait le plus de potentiel. Peut-être c'est quelque chose qu'il faut imaginer aussi, pas vouloir d'un coup avoir un réseau à 15 minutes, qu'on met en service tout de suite, mais peut-être de regarder ce qui est possible sur un axe, ensuite un deuxième, puis de construire. Nous, en fait, chaque 4-5 ans, on a une étape d'amélioration. On peut se concentrer sur une ou deux infrastructures qui nous servent à faire ce saut d'offre ou de l'acquisition de matériel roulant. Puis je pense que c'est aussi ça qu'il faut essayer de viser. On ne peut pas révolutionner du jour au lendemain. Enfin, l'infrastructure du nœud de Lyon, je ne crois pas qu'on le change en 2 nuits. Mais en fait, il faudrait regarder aussi dans l'organisation des services. Moi, ça m'a frappé en discutant avec la Bourgogne-Franche-Comté des TER qu'on envoie entre Pontarlier et Valorbe. Le train, enfin le 73 500 qui fait ce service, il a 82%, excusez-moi, 82% de trajets haut le pied. Parce qu'il doit les faire. Haut le pied, ça veut dire à vide sans voyageurs. Voilà, on marche W, je crois, ils disent comme ça les SNCF. Oui, c'est voilà, en fait, parce qu'il doit aller faire le plein à un endroit, parce qu'il fait une course à un endroit. En fait, on paye aussi, et peut-être ça, c'est des optimisations qu'il y a peut-être lieu de regarder. Une fois, il y a un génie qui a dit on pourrait mettre qu'une seule citerne à Mazou, on va la mettre à Besançon, et puis tous les trains vont faire le plein là-bas. Donc ceux qui ne roulent pas à Besançon, ils doivent quand même y aller pour faire le plein. Enfin, il y a aussi quelques pistes d'amélioration peut-être assez faciles qui peuvent être aussi dans un avenir. C'est pire que ça parce qu'en fait c'est une inversion totale du système mis en place. C'est-à-dire que même pour la maintenance du matériel roulant, on avait avant des ateliers de maintenance dans toutes les villes ferroviaires. La SNCF a supprimé pour centraliser ces ateliers de maintenance. Donc effectivement, les trains roulent à vide pour aller se faire entretenir, sont bloqués plus longtemps, ça coûte de l'énergie, ils payent des péages pour rouler à vide à SNCF Réseau. Et on a mis ces ateliers de maintenance, c'est ubuesque. Dans les grands centres. Dans les nœuds ferroviaires, dans la tranchée de la Guillotière à Lyon, on a les plus grands ateliers de maintenance de trains, y compris un atelier de TGV. Je veux dire, des trains qui font du Paris-Nice, ils viennent se faire maintenir dans le cœur du nœud ferroviaire lyonnais. Donc, ils prennent des sillons pour arriver jusque-là et ils bloquent des voies. Enfin, voilà, on a vraiment eu depuis 30 ans, peut-être même 40, une politique ferroviaire qui est complètement ubuesque. Ça peut paraître logique quand même de venir près des gares, là où du coup les trains ont moins de parcours à vide à faire, non ? On peut bien sûr faire des ateliers de maintenance, on va dire, en bout de ligne. Dans ce qui était autrefois ce qu'on appelait des dépôts, qui maintenant sont des technicentres. Voilà, des technicentres. Sur un TGV Paris-Nice, l'intérêt c'est de faire le bout de ligne, enfin l'atelier de maintenance à Nice. Oui, mais sur les Paris-Lyon. Dans la région niçoise, mais pas de le faire en plein cœur de la tranchée de la Guillotière, qui est quand même l'endroit le plus contraint de toute la France et peut-être même de toute l'Europe en matière ferroviaire. Il y a beaucoup de TGV terminus Lyon, et pas que vers Paris. Tout à fait, mais voilà, donc on n'a pas besoin de cumuler tous les ateliers de maintenance au même endroit. Et pour les ateliers des trains régionaux, on va dire, on a fermé de nombreux technicentres ou diminué leur capacité à Chambéry, etc., pour tout rassembler sur des grands ateliers. Alors, c'est aussi des hommes politiques, hein, je pense à l'ancien président de la métropole de Lyon, maire de Lyon, qui voulait absolument que le technicentre TGV soit à Lyon, même si ça concernait des TGV qui ne s'arrêtaient pas à Lyon. Alors vous avez évoqué tout à l'heure, on va y revenir, cette idée donc de taxation du trafic routier et des poids lourds à travers la France. Ça existe en Suisse ? Alors ça existe en Suisse, on a notamment le fonds d'infrastructure ferroviaire, hein, donc qui est le fonds, c'est aussi un fonds pérenne, hein, qui est alimenté chaque année avec différentes taxes. Donc il y a la taxe sur les huiles minérales, donc l'essence en fait est taxée et alimente ça. Il y a aussi, on l'a parlé avant, la RPLP, la redevance poids lourd pour les circulations à travers les Alpes notamment. Et là aussi, je ne vais pas les monter en tête, mais c'est tout des alimentations en fait de ce fonds d'infrastructure. Donc le ferroviaire bénéficie de ces taxes-là. Exact. Anne Lasman-Trappier, je suppose que vous seriez favorable. On a tenté l'écotaxe, ça fait un flop. Alors, nous, on a poussé France Nature Environnement depuis le début des années 2000 pour une redevance poids lourd comme en Suisse. Une redevance, en France, on l'a appelée écotaxe, levée de bouclier, c'est fini. On ne va pas y revenir de sitôt. Je pense qu'au niveau politique, c'est très difficile. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est favoriser les modes qui ont des coûts externes qui sont légers. Par exemple, avec un système de bonus-malus pour inciter, on parle des marchandises, inciter les transporteurs à prendre le train plutôt que le camion,
et les financer pour ça, leur donner un remerciement financier pour ça, pour qu'ils le fassent. Avec, par exemple, nous, ce qu'on demande, c'est le triplement de la prime à la pince pour que les chargements soient passés sur le rail. Lorsqu'on soulève un container pour le mettre sur un camion ou sur un wagon. Voilà, donc il y a sûrement des choses positives à faire. Dans les villes, on parle de péage positif. Maintenant, il y a des incitations dans certaines villes. Je pense que le sujet politique de la taxation, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. C'est ça, quelle est l'acceptabilité d'une telle taxe, alors que ce soit sur les véhicules ou sur autre chose? Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment y venir politiquement? C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver sur une taxe, mais aider le mode qui est moins polluant. Jean-Charles Colas? Anne Lasman-Trappier l'a très bien dit tout à l'heure. En fait, il ne s'agit pas de taxer, il s'agit de faire payer le juste coût à chaque mode. Aujourd'hui, comme elle l'a dit, l'aérien paye rien ou vraiment très peu de choses, est largement subventionné. Le routier, que ce soit pour les marchandises ou pour les voyageurs, est loin de payer ses justes coûts et le ferroviaire paye ses justes coûts. Donc il s'agit de rééquilibrer. Après, sur la question de la taxation des marchandises, donc l'équivalent de la RPLP suisse ou de la taxe carbone qui a été mise en place en Europe et que chaque pays doit mettre en place, les choses sont simples. L'objectif, c'est de mettre les marchandises sur le rail quand elles font des longues distances. Le dernier kilomètre sera toujours fait en camion, et le dernier kilomètre, c'est moins de 500 km en France. Donc l'idée, c'est de dire, on fait payer la taxe poids lourd à toutes les marchandises qui circulent sur la route, et on rembourse à ceux qui font le dernier kilomètre, c'est-à-dire des courtes distances, par une remise sur d'autres taxes, on sait faire, la TICPE ou la TVA. Et du coup, cet argent-là qui est pris sur les trajets longue distance de marchandises, on l'investit dans le rail pour fournir un service. Parce que les chargeurs, quand ils ont 1000 km à faire à une marchandise, ils préféreraient la mettre sur le rail. Ça leur coûterait moins cher parce qu'il y a un conducteur en moins. Et donc déjà, pour traverser les Alpes pour aller en Italie, par exemple, le rail coûte moins cher que la route, mais il n'y a pas le service. Et donc, il faut, pour mettre en place ce service, des investissements, du matériel roulant et donc un peu de recettes pour développer cela. Et de la volonté politique. C'est clair. Voilà. Allez, un petit mot chacun de conclusion. Comment peut-on mieux faire? Une piste? Tout va bien chez vous? Est-ce que c'est vraiment le pays aussi parfait que ça? Non, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, comme vous l'avez vu, effectivement, ce n'est pas forcément le cas. On a quelques difficultés dans la mise en conformité de la gare de Lausanne. Donc, c'est un projet qui a bientôt une décennie d'existence en termes de projet. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment c'est de mettre l'offre en avant. Dans le canton de Vaud, on a misé là-dessus. Notre RER Vaud, c'est l'ossature principale du réseau de transport public. On a mis des offres performantes, continues, aussi pour les jeunes, donc des services nocturnes pour entrer les vendredis soirs et les samedis soirs. On a essayé d'avoir du matériel roulant de qualité. Donc je pense que si on donne une offre, on peut faire vraiment un appel. Et à chaque fois qu'on a mis, ça a été dit aussi avant, les pronostics de fréquentation, on les atteint toujours 2 ou 3 ans à l'avance. Donc on doit à chaque fois réfléchir plus vite pour essayer de passer au pas supplémentaire. Je crois vraiment que quand on est dans le triangle de planification entre l'offre, le matériel roulant et les infrastructures, un apport d'une offre attractive est vraiment signe en fait, de réussite. En fait, on arrivera à avoir un report modal, on arrivera à mettre les gens de train et du coup réduire globalement les coûts de production de l'appareil ferroviaire. Anne Lasman-Trappier? Moi, je trouve qu'en France, on devrait sortir des effets d'annonce disant qu'on va investir sur le ferroviaire, qu'on va investir autant, qu'on va faire ci et ça, et qu'on le fasse vraiment, parce que ça fait trop longtemps qu'on a tous ces effets d'annonce et finalement qu'il ne se passe pas grand-chose. Il faut investir pour économiser ensuite. Il faut investir pour économiser les gaz à effet de serre, c'est sûr, pour avoir un système performant, oui. Et puis mettre plus de trains sur notre réseau. On a un réseau qui est pas mal. Notre réseau lui-même, il est assez développé en taille, mais on pourrait mettre beaucoup plus de trains sur ce réseau et avoir beaucoup plus de transports en commun. Et puis peut-être un chiffre. Le ferroviaire en France, c'est 11% des passagers, 9% des marchandises et seulement 0,3% des gaz à effet de serre des transports. Jean-Charles Colas, en conclusion. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on change de culture en France. On a l'inconvénient par rapport à d'autres pays européens de cumuler les 3 plus grands lobbies, entre guillemets, du routier,
que ce soit le pétrole, le BTP, les constructeurs automobiles et routiers. Les autres en ont un, parfois deux, mais rarement trois. Et pourtant, je pense que les citoyens, ils sont amoureux en priorité du ferroviaire, comme en Suisse. Je veux dire, quand on questionne les gens, ils aiment le ferroviaire. Donc voilà, on a une dichotomie entre le sentiment des habitants et la réalité du pays. Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Quand j'entends la Suisse qui a des difficultés en gare de Lausanne, j'ai presque envie de dire que c'est un problème de riches. Ils sont tellement habitués d'avoir une belle offre que quand elle est un petit peu diminuée, ils râlent. Nous, on aimerait bien avoir les problèmes de la gare de Lausanne. On a 10 fois pire au quotidien dans la gare de la Part-Dieu, par exemple, avec des travaux qui durent depuis plus de 20 ans. Voilà, donc je pense vraiment qu'on doit changer ce système-là. Je suis confiant. Entre 2019 et 2023, la circulation automobile dans la métropole de Lyon, c'est quand même presque 2 millions de déplacements quotidiens en automobile, a baissé de 10%. Donc, on est bien dans la trajectoire qu'on s'est fixée et on va y arriver. Merci à vous d'avoir répondu à ce podcast et vodcast. Merci et vous rentrez en train tous à peu près, oui. Je suppose. En bus. Voilà, vous êtes vertueux. Merci d'avoir participé à cette émission. Un peu plus 5. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à vous.